Bonjour, c'est Fabrice d'Almeida. Aujourd'hui, retour en 1969 avec De Gaulle pour comprendre une histoire, celle du référendum. Au cœur de l'histoire. Va-t-on voter 2 fois le 26 mai prochain pour les européennes, mais aussi pour un référendum ? Cette semaine, Emmanuel Macron confiait à des journalistes qu'il voulait tirer des conséquences profondes du grand débat national. Et Adrien Beck, selon le JDD, cela pourrait passer par un référendum. C'est le modèle que tout le monde a en tête. Un référendum au sortir d'une crise politique majeure, celle de 1968. Le général de Gaulle l'avait annoncé, il l'a mis en œuvre, quitte à en souffrir. Et si Emmanuel Macron suivait la même stratégie, pour ne pas dire subissait la même tragédie? Celle d'un outil démocratique et populaire à double tranchant. Côté pile, on reste. Côté face, on part. On revient aujourd'hui sur le grand référendum de 1969 pour voir ce qui, de l'amour ou du hasard, a fait le jeu de l'histoire. Et je vous emmène au cœur des événements qui ont poussé De Gaulle vers la sortie. Paris, le 13 mai 1968. Une immense manifestation réunit lycéens, étudiants et ouvriers. Même des syndicalistes l'ont suivi et le mot d'ordre de grève générale est dans toutes les bouches. Un peu plus d'une semaine plus tard, le 22 mai, ils sont 10 millions de Français à arrêter le travail. Le printemps n'est pas chaud, il est bouillant. La rue s'agite, brise, casse. Les CRS répliquent face aux voitures brûlées. Certains murmurent que le pouvoir est dépassé. Le 24 mai, De Gaulle a tenté de prendre la parole, d'annoncer un référendum. Il est à peine entendu, on le commente, on le rejette et surtout, on l'ignore. Changement de focale. Sur les boulevards des Maréchaux, à Paris, le 27 mai, il y a de longues files d'attente derrière les rares pompes à essence qui sont ouvertes. Les raffineries se sont mises aussi en grève. Désormais, il y a pénurie de carburant. Il n'est pourtant pas cher à l'époque, le super. À peine plus d'1 franc le litre. Et l'on voit les DS et les Simca abandonnés sur le pavé par des propriétaires qui n'ont pas pu obtenir les 10 litres réservés aux véhicules prioritaires, c'est-à-dire les ambulances, les camions de pompiers et les véhicules qui ont des autorisations spéciales. Bientôt, il faudra pousser certaines voitures pour les garer. Quant à De Gaulle, mystère. On dit qu'il a quitté Paris le 29 mai. Pendant 24 heures, personne ne sait où il est passé. Le Premier ministre, Georges Pompidou, a convoqué les acteurs sociaux à Grenelle. Des discussions ont eu lieu, elles ont même abouti. Mais cela suffira-t-il ? Une question est dans toutes les têtes. Où va la France ? Le 30 mai. Palais de l'Élysée. Vers 12 heures, le général rentré depuis peu a déjeuné seul. Un rapide conseil des ministres lui a permis de prendre l'ampleur des doutes de son entourage et de sonder les volontés. Il a convoqué le Premier ministre Georges Pompidou et dans un tête-à-tête, il lui a exposé qu'il va prendre la parole. Les deux hommes se sont ensuite séparés. Et à 16h30, De Gaulle a quitté son bureau pour le salon où a été installée la technique avec le micro à 2 têtes qui doit diffuser son allocution aux Français. Il a choisi cet horaire insolite pour faciliter l'organisation d'une grande manifestation de soutien qui doit avoir lieu en fin d'après-midi sur les Champs-Élysées. Il a laissé son adjoint Jacques Foccart et les autres caciques du mouvement gaulliste l'organiser. S'il a choisi la radio et non la télévision pour parler, c'est pour rappeler aux Français les heures sombres de la guerre. Il retrouve enfin son média, là où sa voix chaude et autoritaire peut porter à plein. Il va maintenant donner toute sa force. À 16h30, un lourd silence pèse sur le palais de l'Élysée. De Gaulle commence à parler. Françaises, Français, j'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum. Je constate que la situation actuelle empêche matériellement qu'il y soit procédé. C'est pourquoi j'en diffère la date. Le discours est à peine fini. Les Français sont retournés à leurs activités que déjà, sur les Champs-Élysées commence à confluer une masse humaine.
500 000, peut-être 1 million de supporters du général de Gaulle arrivent sur les Champs-Élysées, se massent place de la Concorde. Leurs slogans n'ont rien à voir avec ceux de mai 1968. On entend scander les cocos au poteau, Cohn-Bendit le rouquin à Pékin, et évidemment des vives le général. Partout, des drapeaux bleu-blanc-rouge. De Gaulle, dans son discours, a tracé un programme. Il avait déjà évoqué l'idée d'un référendum lors d'une prise de parole télévisée, le 24 mai 1968. Dur moment d'ailleurs. Le public l'avait trouvé vieilli, à côté de la plaque. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il a préféré la radio, ce 30 mai 1968, pour entraîner derrière lui les convictions. La dissolution, c'était la solution proposée par Georges Pompidou. Pompidou a le sentiment que, devant l'agitation, la France rurale, la France des provinces, sera revenir à l'ordre et faire entendre raison à tous ces étudiants et subversifs qui habitent la capitale. C'est ainsi que les 23 et 30 juin, la majorité présidentielle triomphe dans ces élections. Au premier tour, elle a remporté 46% des suffrages et dispose de 144 élus dès le premier tour. Au second, elle obtient 354 sièges, dont 293 pour la seule UDR, le parti qui soutient le général de Gaulle. Les Républicains indépendants, dont le leader est Valéry Giscard d'Estaing, lui-même dans la majorité du président, obtiennent 61 députés. Quant à l'opposition, c'est véritablement une déroute. Le Parti communiste perd 39 députés, la Fédération de la gauche démocratique et socialiste, la gauche modérée, perd 64 élus. Ces résultats semblent sanctionner la crise de mai 68. Mitterrand avait voulu se présenter comme une alternative. Au lendemain des élections, il paraît discrédité. Tout aurait pu ainsi reprendre son cours, et De Gaulle aurait pu se penser installé de nouveau durablement, peut-être encore pour 5 ans, au palais de l'Élysée. Mais un changement a eu lieu. Il peut paraître secondaire, voire anodin, mais il a un sens historique profond. Le Premier ministre Georges Pompidou a été remercié. Le 10 juillet 1968, il a cédé sa place à Maurice Couve de Murville, un fidèle du général, maigre progrès pour la démocratie, mais tout de même, il y a un climat qui se fait jour. Comme si d'un coup, le parti gaulliste commençait à vouloir reprendre les rênes du pouvoir face au président. Pour De Gaulle, cette période est aussi celle des petites transformations. Il y a la loi Faure, qui est adoptée en octobre 1968. La loi Faure vient donner de nouvelles règles pour les universités. Elle fonde l'autonomie de ces établissements. Mais plus profondément, comment faire pour changer l'humeur d'un pays ? Comment modifier les institutions de manière à ce que la France sorte de ses mauvaises habitudes, ces grandes colères, ces drames qui souvent ont troublé le cours de son histoire et l'ont affaibli. Mai 68 en est l'exemple puisque, dès le mois de novembre, reviennent les attaques contre le franc et le général refuse de dévaluer. C'est au début de l'automne que De Gaulle commence à penser à un ensemble de réformes qui pourraient permettre à la société française d'aller mieux, de se moderniser. Parmi elles, la participation notamment, lui paraît le moyen de permettre aux Français de s'exprimer. Écoutez comment il le disait déjà le 9 septembre 1968 lors d'une conférence de presse. Il nous faut réformer, car dans les engrenages de la société mécanique moderne, l'homme éprouve le besoin de se manifester comme tel et par conséquent de participer, non pas seulement par son suffrage à la marche de la République, mais par l'intéressement et la consultation à celle de l'activité particulière où il s'emploie. Mais pour faire passer cette réforme, pour pouvoir véritablement convaincre les Français de son intérêt, De Gaulle a pensé à un outil spécifique. Ce n'est pas la loi qui suffira à changer l'humeur des Français. Il faut un nouveau vote massif et ce serait celui d'un référendum. Le référendum, pour De Gaulle, c'est une vieille histoire et un vieux complice. En 1945, c'est lui qui a imaginé le recours à ces grandes consultations nationales. Il a même ressorti le mot
du latin pour en faire une institution. Le référendum n'était guère différent du plébiscite qu'avaient pratiqué Napoléon Ier ou Napoléon III. Mais en reprenant ce nom latin, il lui donne une portée démocratique républicaine, anti-dictatoriale en tous les cas. Et si De Gaulle aime le référendum, c'est qu'il redoutait qu'en 1945, les vieux partis ne veuillent remettre en place tout simplement la Troisième République ou un régime cousin qui leur aurait permis d'exercer toute leur puissance, tout le pouvoir. Pour De Gaulle, il y a une légitimité du peuple qui doit s'exprimer directement. D'où son désir qu'un référendum avalise le nouveau texte constitutionnel qui devait être élaboré par l'Assemblée constituante. Des référendums, depuis son retour en 1958, il en a fait beaucoup. Il en a fait sur la forme des institutions de la Ve République. Et puis il en a fait aussi sur la question algérienne. C'est par référendum qu'il a réussi à sortir la France de ce bourbier colonial. Et puis, il y a eu le grand référendum, celui de 1962, celui qui a établi l'institution qui est aujourd'hui centrale dans la vie politique française, l'élection du président au suffrage universel direct. C'est par référendum que les Français l'ont choisi contre tous les autres partis qui, eux, auraient voulu rester dans des régimes parlementaires. Et nous voici à l'hiver 1969. De Gaulle a médité. Il a élaboré et fait suivre par ses collaborateurs l'idée d'une nouvelle réforme massive qui serait adoptée par référendum. Au mois de février 1969, il effectue un voyage en province avec de grandes rencontres populaires. Il est à Rennes le 31 janvier 1969, à Brest le 1er février, à Quimper les 1er et 2 février. Et c'est ce jour-là que le général va annoncer, dans son dernier discours public, son projet de référendum. Un discours public chez des Bretons, au cours duquel il va même prononcer quelques mots dans cette langue régionale. Tout simplement parce que l'âme du référendum qu'il veut mettre en place est celle de la régionalisation. Il faut désormais que la France, cette république une et indivisible, fasse descendre dans les provinces, dans les régions, dans les départements, des responsabilités, que les élus puissent s'emparer d'un certain nombre de domaines pour les régler localement. En faisant cette réforme, il faudrait évidemment réformer, transformer le Sénat et peut-être en faire une chambre plus sociale en le fusionnant avec le Conseil économique et social. Voilà les grandes idées qui sont les siennes, avec cette idée de participation qui, finalement, peut-être ne serait pas dans le texte final. De Gaulle a ainsi tracé une nouvelle voie. Reste à savoir une chose. Comment faire adopter son référendum ? Vous savez, en France, il y a plusieurs modalités possibles. On peut passer par l'article 89 ou par l'article 11. Et De Gaulle va choisir l'article 11 qui lui permet d'aller plus directement au vote du peuple. Tout doit se dérouler assez rapidement, comme s'il avait envie de profiter du premier anniversaire, ou presque, de mai 68, pour obtenir une nouvelle adhésion des Français. C'est ainsi que le 3 avril est adopté le décret d'organisation du référendum qui va modifier la Constitution, à la fois sur les collectivités territoriales, en permettant une forme de décentralisation, de régionalisation, et en même temps sur le Sénat, dont le mode d'élection va être transformé et la nature même de la Chambre sera différente. Cela, les adversaires de Gaulle le comprennent. Et très rapidement, la campagne va s'enflammer, pour ne pas dire s'envenimer. Face à De Gaulle, il y a pratiquement toutes les forces politiques de gauche. L'extrême gauche, bien sûr. Et puis il y a la gauche démocratique, avec notamment la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, le parti socialiste, qui s'oppose à De Gaulle parce qu'elle a le sentiment que ce type de référendum serait presque un viol à la liberté républicaine. C'est encore l'idée que c'est un plébiscite, une forme de bonapartisme rampant qui se cache derrière De Gaulle. Viennent ensuite les partis du centre. Et là, l'hostilité au général vient avant tout de la rupture avec la tradition parlementaire française.
L'homme qui incarne le mieux cette attitude, c'est Gaston Monnerville. Gaston Monnerville s'était opposé à l'élection du président au suffrage universel direct. Pour lui, le Sénat est une chambre qu'il faut défendre. Elle améliore la qualité des textes législatifs, elle est une garantie de liberté pour les Français. Alors bien sûr, Monnerville n'est plus président du Sénat, mais il est encore sénateur et il fait campagne. Tenez, même encore quelques jours avant le vote, le 23 avril, il est en Haute-Gironde et organise un meeting pour voter non à la demande du général de Gaulle. Plus sournoise est l'opposition de Valéry Giscard d'Estaing. Comment ? Cet homme qui a été ministre du général, qui s'est fait élire dans la majorité présidentielle, laisse entendre qu'il ne peut pas voter oui. Au fond, dit-il, il y a un double défaut dans cette réforme. En régionalisant, le général de Gaulle va tout simplement accroître le poids de la bureaucratie qui va se déplacer de Paris vers les régions. Et puis, dit-il, la perte du pouvoir législatif par le Sénat ne serait qu'une accentuation du déséquilibre institutionnel au profit du président de la République. En d'autres termes, sans totalement appeler à voter non, Valéry Giscard d'Estaing dit qu'il ne votera pas oui. Il enjoint donc ses fidèles et ses supporters à ne pas accorder leur vote et leur confiance à la demande du général de Gaulle. Restent les gaullistes, ces soutiens naturels du général, qui vont faire une campagne ardente, notamment en province. Pour la première fois, de Gaulle sent tourner le vent de l'histoire. On mesure, grâce aux sondages, l'état de l'opinion publique française. Et des rumeurs laissent entendre que cette fois, il pourrait être mis en minorité. C'est pourquoi le général de Gaulle prononce une dernière fois une allocution qui va être retransmise aux Français. Nous sommes le 25 avril 1969, ce sera sa dernière prise de parole en tant que chef de l'État. Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée de ceux qui me soutiennent et qui de toute façon détiennent l'avenir de la patrie, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. De Gaulle met le poids de sa démission dans la balance, comme s'il menaçait les Français en cas de vote négatif de partir. Le message est on ne peut plus clair. Mais peut-être la menace est-elle un peu émoussée. Peut-être aussi une partie de ses soutiens habituels ont-ils l'impression que désormais, Georges Pompidou est prêt. Pompidou a d'ailleurs fait savoir dès le mois de février qu'en cas de vacances ou de départ du général de Gaulle, il serait prêt à assumer les responsabilités. Il pourrait devenir le prochain président de la République. N'a-t-il pas su tenir la barre ferme pendant la crise de mai 68 ? Quel va donc être le résultat de ce référendum ? Comment les Français vont-ils réagir ? Le dimanche 27 avril aurait pu être un dimanche comme les autres, mais on votait ce jour-là. Et les Français attendaient avec impatience d'avoir le résultat. En fin d'après-midi, la tension était montée d'un cran et en début de soirée, le résultat tombait. De Gaulle était mis en minorité. 53% des Français avaient voté non. Mais qu'allait faire le général ? Allait-il vraiment partir ? Allait-il être candidat peut-être par la suite à de nouvelles élections ? Quelle serait sa réaction ? Les heures passent. C'est un peu après minuit qu'un communiqué, envoyé depuis Colombelles et Deux Églises, annonce la décision du général. Il dit simplement « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. » Comme le prévoit la Constitution, il sera donc remplacé dès le lendemain par le président du Sénat, Alain Poher, qui sera président par intérim. Étrange fin de mission, étrange fin de fonction pour un homme qui avait incarné la France depuis les heures sombres
de 1940. En quelques phrases, que dis-je, en quelques mots, c'est comme si la France avait changé d'époque. Comme si d'un coup les Français avaient dit adieu à la Seconde Guerre mondiale et adieu au général. Maintenant, chacun d'entre eux pourra conjuguer l'époque du général au passé. Le général de Gaulle, lui, est resté à Colombey-les-Deux-Églises, dans sa résidence de la Boisserie. C'est là-bas que quelques reporters, évidemment ceux d'Europe 1, essayent de le saisir dans sa nouvelle intimité. Les gorilles sont partis. Ils ont quitté Colombey ce matin. Ainsi, l'administration lui enlève un à un ses petits avantages de président de la République. Mais le journaliste d'Europe 1, Maurice Bruzek, envoyé spécial sur place, poursuit. Il a aperçu le général. J'ai vu le général de Gaulle, par hasard. Tête nue, en costume de ville, chemise blanche et cravate bordeaux, il portait ses lunettes d'écaille. Il marchait selon son habitude, à grande enjambée, en balançant les bras. Il m'a vu, il s'est arrêté. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Son teint était pâle, ses traits tirés, il m'a paru fatigué. Depuis dimanche, en effet, il fuit notre monde et ne semblait souhaiter voir personne. C'est ainsi que le référendum voulu par le général de Gaulle a sonné la fin du mandat que lui avait donné le peuple français. En fait, le référendum est bien une arme à double tranchant. L'utiliser depuis cette époque paraît prendre un risque immense pour des raisons désormais évidentes. Les commentateurs diront que le général avait un peu cherché une sortie historique et il avait réussi son coup. La suite de cette histoire nous est connue, sa succession et la lente mutation de notre République vers le monde des partis, des élus, vers la crise de la représentation avec son lot de manifestations et de protestations. Le président Macron, en pensant à une sortie de crise similaire, en essayant éventuellement de recourir au référendum, joue lui aussi au terrible jeu de pile ou face. Côté pile, le référendum lui profitera. Côté face, il devra en tirer les sombres conclusions. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, réalisé par Christophe Davio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.